Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier Photoshop sur Studio Gemini. Alors aujourd'hui on vous propose un atelier de retouche qui va vous permettre d'obtenir un rendu qui sera assez proche des photos d'Ansel Adams. Les images qu'on vient de voir passer, les photos qu'on vient de voir passer, a priori peut-être vous en connaissez certaines, notamment celle-là qui est ultra connue. Euh, Vraiment, c'est très très classe en matière de contraste entre l'écart entre les blancs, entre les noirs, et puis surtout en termes de composition, là, le ruban blanc de la rivière qui circule au milieu de toute la masse noire, forêt, montagne et tout, enfin ça passe mais hyper bien, c'est hyper élégant. Et donc ces images-là, ces photos-là, elles ont été réalisées par ce monsieur-là, pareil que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui s'appelait Ansel Adams. Il est mort en 84, il est né en 1902, donc mort en 1984, et donc il est très connu pour ses photographies de l'ouest des paysages, en tout cas de l'ouest américain. Pas fait que ça, mais c'est vrai que fondamentalement c'est ça qui ressort le plus parce qu'il y a un traitement dans l'exposition qui est assez dingue. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le père Ansel Adams, avec un autre personnage qui s'appelait Fred Archey, il a développé une méthode. C'est même pas une technique à ce niveau-là, c'est une méthode quasiment complète qui s'appelle le zone system et qui a comme base de dire bon bah voilà, il y a pas mal de scènes, notamment en extérieur, qu'on va vouloir photographier, mais dont la plage dynamique est supérieure à ce que la surface sensible est capable d'encaisser. Donc il y a des affaires de bracketing qui permettent mais Adams et Archie, ils ont développé une méthodologie qui prend en compte et la prise de vue, et le développement du film, et le tirage argentique, avec par exemple des notions de masquage, de dodging and burning, d'avoir voilà, un certain nombre d'interventions qui vont être faites pendant la prise de vue, au moment du développement du film, et ensuite au moment du tirage. Et donc c'est hyper intéressant. Je vous renvoie vraiment sur notamment la page Wikipédia de Ansel Adams où vous avez un petit topo là-dessus et puis vous avez une page plus détaillée qui parle du zone system, donc qui a comme base l'histoire du gris à 18% d'exposition photographique et donc avec des échelles de valeurs qui vont de 1 à 9 dans la méthodologie du zone system. Et donc ça donne des rendus qui sont assez particuliers et très propres à la photographie d'Adams. Et un truc que je trouve hyper intéressant, notamment sur par exemple celle-là, quelque chose que j'aime beaucoup dans cette approche-là, du coup, c'est les ciels, et notamment ce qui était censé être des ciels bleus, avec le passage au noir et blanc. On a des choses qui sortent qui sont quasiment noires, avec des écarts de contraste qui sont assez dingues entre les hautes lumières et les basses lumières. Et donc, on vient, sans rentrer dans les détails, mais de dire que ce rendu-là faisait partie d'une méthodologie beaucoup plus complète, qui incluait les 3 étapes de la prise de vue. Et donc là, l'idée, ça va pas tant être de reprendre la méthodologie, mais de voir par rapport à une version numérique d'une photo, comment on peut tendre sans prétention aucune, vers un rendu qui serait proche de celui d'Ansel Adams. Donc là, on va passer maintenant sur Photoshop. Et donc, on va partir de cette image-là. Alors, on va partir de cette image-là et je vous ai déjà préparé un peu le terrain. D'ailleurs, c'est quoi? On va même repartir de la base. On va demander à aplatir. Donc, que vous partiez d'un RAW ou que vous partiez d'autre chose, d'un JPEG, d'un TIFF, peu importe, la méthode sera la même. Pour les gens qui partiraient d'un RAW, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, il y a peut-être 2-3 trucs qui vont vous faire tiquer. Vous allez vous dire, bah ouais, mais ça, fondamentalement, on aurait par exemple pu le faire dans Lightroom. Alors oui et non. Sur le principe du noir et blanc, oui. Sur le système de je te dose avec le mélangeur noir et blanc, oui. Après, on va quand même travailler par zone. Donc, du coup, il y a des choses qu'on pourra pas, il y a des choses qu'on va réaliser ici qu'on pourra pas faire dans Lightroom. Ne serait-ce que par exemple l'utilisation des filtres gradués qui peuvent poser, qui peuvent être un peu bloquants à l'arrivée, encore une fois, par rapport au type d'image qu'on souhaite réaliser. Mais je vous encourage à tester pour voir ce qui peut sortir. Donc, on va partir d'une image qui donc couleur. On va faire une conversion noir et blanc, mais pas n'importe comment, et on va faire du multi-développement. L'idée, ça va être de dire que sur notre arrière-plan, on va appliquer un filtre, mais pas n'importe lequel. On va passer par Camera Raw. Donc, on a un filtre Camera Raw qui est présent dans Photoshop. Et au préalable, vu qu'on va devoir reprendre le filtre à certaines étapes, on va d'abord demander à convertir le filtre
à convertir le calque pour les filtres dynamiques. Alors, deux solutions, soit vous partez directement de l'arrière-plan, vous faites un clic droit et vous demandez à convertir en objet dynamique. Vous avez autre chose qui existe, qui se trouve dans le menu principal filtre, et on va demander à convertir pour les filtres dynamiques. Les deux méthodes, c'est exactement la même chose. Donc on va demander à convertir pour les filtres dynamiques. Photoshop nous informe que du coup on effectue une action qui permettra de rendre le filtre rééditable. Et on sait que ça a marché. Hop. On sait que ça a marché parce qu'on se retrouve avec cette petite icône qui se retrouve donc en bas à droite de la vignette du calque. Et donc à partir de là, on va aller dans Filtre et on va demander le filtre Caméra Raw. Donc on va avoir, après un temps de chargement plus ou moins long, on va avoir l'interface de Camera Raw qui va se lancer. Et donc on va pouvoir, même si notre image de base n'est pas un RAW, on va pouvoir utiliser tout ce qui fait le sel de Camera Raw en matière de développement. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est que ici en haut à droite, on va demander la conversion en noir et blanc. Et on va demander juste ça pour le moment. Et on va valider avec OK. Donc on a bien notre image qui s'est convertie en noir et blanc. Alors, juste un truc. On pourrait objecter que quand on ouvre un RAW brut dans Camera Raw, on a une petite ligne ici qui permet d'afficher les options du workflow. Et ensuite, on peut ouvrir le RAW comme objet dynamique dans Photoshop et on pourrait se dire, oui, mais on va pouvoir travailler de cette façon-là. Sauf que non, parce que tout ce qu'on fera renverra à une seule occurrence qui sera le RAW. Donc du coup, les réglages qu'on va faire vont se parasiter les uns les autres. Donc là, l'idée, c'est qu'il faut vraiment partir d'une base de calque sur lequel on sera venu appliquer le filtre dynamique Camera Raw. Dans un deuxième temps, on va venir dupliquer le calque en faisant un glisser-déposer donc sur l'onglet de création de nouveaux calques ou en faisant un commande J ou un contrôle J si vous êtes sur PC. Donc on va se retrouver avec notre objet dynamique qui aura été dupliqué. Alors pour un peu plus de clarté, vous pouvez enrouler à l'aide de la petite flèche qui se trouve complètement en bout de course à droite de la bande du calque, enrouler le filtre pour y voir un peu plus clair. Et donc on va partir de notre calque 0 copie. On pourra renommer le cas échéant. Donc on va double-cliquer sur l'intitulé filtre Camera Raw pour relancer le filtre. Et à partir de là, on va aller dans la quatrième icône en partant de la gauche, donc dans les parties des réglages. Et donc on va choper les bleus et les turquoises qui peuvent aussi s'appeler les cyans selon les versions. Et donc on va baisser ces deux-là. À partir de là, on pourra déjà commencer à tripatouiller un peu d'autres choses et notamment voir ce qui se passe avec les tons clairs, tu vois, en ramenant pareil à la baisse les tons clairs. Alors on se rend compte qu'on perd un peu des éléments dans les nuages. Il y a un truc qui marche relativement bien, c'est d'aller faire un petit tour du côté de la courbe et de prendre juste les teintes claires. Tac. Ça permet de ramener des valeurs plus clair au niveau de la corolle là, des nuages. Par contre, le côté intéressant, c'est qu'on touche qu'au haut de la courbe et donc du coup, on n'a pas d'impact sur le ciel. On touche vraiment qu'aux parties les plus claires. À partir de là, on pourrait retourner dans les réglages de base, peut-être voir un peu, tu vois, avec les blancs, réajuster un petit peu, peut-être baisser un petit peu les noirs, mais pas trop quand même. Et donc, on va valider avec OK. À partir de là, on va mettre un masque de fusion sur le calque qu'on vient d'éditer à l'aide du filtre dynamique. Là aussi, pour plus de clarté dans la lisibilité de la pile de calque, vous pouvez enrouler le filtre, histoire de dire on n'a pas une pile de calque qui est trop encombrée du point de vue information. Là, on va prendre notre pinceau. On va travailler sur le masque de fusion. La convention nous dit que pour travailler sur le masque de fusion, on devra utiliser du noir pour masquer et du blanc pour révéler. Au niveau des options de la forme de pinceau, on ne touchera à rien, on restera tel quel. Alors si vous voulez travailler de façon plus subtile, peut-être ça pourrait être intéressant de travailler avec l'opacité. Pour le moment, on n'a pas forcément l'usage. Donc du coup, ce qu'on va venir faire, c'est en noir, masquer certaines zones du calque supérieur. Et donc, on va travailler de cette façon-là, de façon, hop là, à ramener certaines valeurs moins denses, parce qu'on rappelle qu'on a quand même, là, le but de la manœuvre de ce calque-là, c'est de travailler que sur le ciel. Et donc, ça nous permet d'obtenir ce rendu-là. Ce calque-là, on va l'appeler ciel. Le calque du dessous, on va l'appeler base.
Et puis, on va repartir de la base et on va refaire une nouvelle copie. Cette nouvelle copie, donc il y a toujours un poil de temps de calcul parce que le rendu des filtres dynamiques doit se recalculer. Donc cette base-là, on va la repasser au-dessus. On va dérouler le filtre et on va rééditer le filtre Camera Raw. Et là, on va s'intéresser à ce qui se passe plutôt dans la partie basse de la photo. Et notamment, il y a un truc moi que j'aime bien et que je voudrais accentuer. On voit qu'il y a une petite tache de lumière qui commence à arriver ici. Et donc là, je voudrais l'accentuer, la mettre plus en valeur. Donc là, on va retourner à nouveau dans le mélange noir et blanc. Et là, on va plutôt travailler avec les rouges, jaunes, oranges, parce que c'est les composantes qu'il va y avoir dans cette partie-là de l'image. Et il y a un truc qui est intéressant, en jouant avec les jaunes, on va fermer le bas de l'image, donc augmenter l'occurrence d'écart de contraste. On va jouer avec le curseur d'orange qui va nous permettre de faire ressortir notre petite tache de lumière. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on aborde l'image pour la première fois, il y a une part de test qui peut être un peu empirique, où on va venir chercher un peu avec les curseurs, voir ce qui joue et ce qui joue moins. Par exemple, avec les rouges, on s'aperçoit que là, il se passe pas fondamentalement beaucoup de choses. Il y a quelques petites variations et encore, c'est pas gagné. Donc cette valeur-là, cette variable-là, on va pouvoir la remettre à 0. Voir peut-être avec les verts, effectivement, il se passe des trucs intéressants avec les verts. Donc là, à voir. Peut-être qu'on pourrait se dire, on augmente les verts, ça permet de retrouver de la texture et de la matière au niveau du feuillage. Et alors peut-être de voir en fermant un petit peu plus avec les oranges au niveau de cette base-là, mais ça casse un peu l'arrivée de la tache de lumière. Donc effectivement, peut-être fermer un peu comme ça avec les jaunes, augmenter un petit peu avec les oranges, et avec les rouges, il se passera pas grand-chose de très particulier. Non, on va rien avoir de très spécial. Donc là, on commence à être pas mal. À la limite, vu que ça va servir à récupérer quelques parties, on pourrait également se rendre ici et voir si avec un peu la texture et notamment la clarté, voilà, mollo la clarté, parce que ça va nous faire ressortir parfois beaucoup trop de détails et on veut un truc quand même qui reste assez doux. En tout cas, moi, l'optique que j'ai à ce stade-là, c'est d'avoir un truc qui reste assez doux. L'avantage de travailler sur les filtres dynamiques, c'est que là, tu vois, si on voit qu'on a eu la main un petit peu lourde, on va revenir sur le filtre Camera Raw. Et donc là, par contre, ce qu'on va venir faire, c'est la clarté, elle est peut-être alors, texture sur C2 la clarté est peut-être un petit peu forte à ce stade-là. Voilà, plus 10, ça suffira. Et peut-être jouer un peu avec le contraste seulement. Et donc, à partir de là, on va valider avec OK. Et donc, ce qui va nous intéresser à partir de là, c'est pareil, on va remettre un petit masque de fusion. Et à ce stade-là, un truc qui pourrait être intéressant, parce que moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, tu vois, c'est de récupérer que cette partie-là. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je masque tout le reste. Donc, il y a un truc qui marche bien, c'est de faire un double clic sur le masque de fusion pour activer les propriétés et de cliquer sur la case inversée. Ce qui s'est passé à partir de là, c'est que le masque est devenu complètement noir. Il était complètement blanc lors de sa création. Donc là, il est passé complètement noir. C'est-à-dire que l'intégralité du calque est complètement masquée. Alors, vous avez un raccourci qui fonctionne assez bien, tu vois. Si on regarde un peu dans l'historique ce qui s'est passé, c'est du négatif. Le raccourci pour faire un négatif, c'est CTRL-I sur un PC et commande-I sur un Mac. Et donc, à partir de là, on va veiller à avoir notre pinceau en blanc. Et on va venir faire apparaître les éléments que sur la zone qui nous intéresse, à savoir le bas de l'image. Et donc, à partir de là, si on trouve, encore une fois, que ça mériterait de réintervenir un petit peu dessus, on va pouvoir se le permettre. Et donc, on va relancer le filtre Camera Raw. On va retourner faire un tour au niveau du mélangeur. Et donc là, peut-être, tu vois, je trouve que c'est un peu dur au niveau de l'assombrissement. On va peut-être gérer ça plutôt comme ça, avec des jaunes un petit peu plus francs du collier. Et pouf. Et donc, à partir de là, on pourrait peaufiner l'ensemble. Donc, on rappelle que notre base, c'est celle-ci. Et après, la retouche et donc le multi-développement en passant par le filtre dynamique Camera Raw, ça nous a permis d'obtenir ça. Et donc, maintenant, on va pouvoir peaufiner un tout petit peu.
Ce qu'on pourrait par exemple envisager de faire, c'est en prenant l'outil lasso, on va faire quelques sélections, par exemple une sélection qui va faire un petit peu un truc comme ça. Et l'idée, c'est qu'on va venir chercher, alors on peut rajouter un peu en slalomant autour du nuage, là, comme ça, un petit coup. D'ailleurs, on va enlever cette partie-là. Voilà. On va faire un petit coup de courbe, rien de bien méchant, mais simplement pour avoir une notion de contraste peut-être un peu plus marquée et quelque chose qui va plus dans les dégradés, notamment au niveau du ciel. Donc là, par exemple, on va venir descendre un peu cette partie-là, pas trop quand même. Oh, allez, si, quand même, allez, on y va franco. Là, on va rééquilibrer un peu au niveau des tons clairs. On va retourner au niveau des calques, double-clic sur le masque pour activer les propriétés. Et là, on va jouer avec le curseur de contour progressif. Et là, sérieux, on y va, quoi. Faut que ce soit flou, flou, flou de chez flou. Et donc, on va obtenir un effet qui sera celui-ci. Et qui est assez intéressant et relativement proche de l'esthétique qu'on pouvait retrouver chez Adams. Et alors, sans atteindre ce niveau, nous sommes des gens humbles. Et donc, du coup, ici, par exemple, pareil, ça mériterait, tu vois, d'avoir peut-être quelque chose qui est plus travaillé dans cette zone-là, mais pas beaucoup plus, hein. Et donc, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est faire une petite sélection juste de cette partie-là. Et pourquoi de cette partie-là? Parce que c'est ici qu'on va avoir notre tache de lumière, peut-être prendre un peu d'arbre également dans la foulée, histoire d'avoir un volume qui se dégage un peu et d'avoir une petite cohérence de retour de la lumière. Et donc là, on va venir chercher à nouveau, alors vous pouvez prendre les niveaux, ça marchera très bien aussi si vous préférez les niveaux aux courbes. Et donc simplement, alors en faisant gaffe quand même à son histogramme, on voit que visuellement, ça a l'air quand même de cramer. Sauf que par rapport à l'histogramme, on se rend compte qu'on en a encore quand même un peu sous le pied. Donc, on va pouvoir éclaircir encore un petit peu. Après, toute cette affaire-là, c'est quand même une question aussi esthétique, hein. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît moins? Et donc là, je me rends compte que j'ai mis 2 points sur la courbe, ce qui est largement trop pour cette partie-là. Donc voilà, on va juste relever un petit peu comme ça. Revenir dans les calques, double-clic sur le masque de fusion et là pareil le curseur du contour progressif dans la palette des propriétés. Le but de la manœuvre du curseur de contour progressif, c'est que lorsque vous faites des sélections, et d'ailleurs vous en êtes aperçu quand on a fait celle du ciel, mais quand on va faire des sélections, on a un contour qui est souvent trop marqué, donc du coup à l'issue du masquage, ça permet de diffuser le contour. Donc à partir de là, on peut continuer à bricoler un peu avec des calques de réglage, mais pas trop, puisque la majeure partie du boulot se fait à partir des différentes copies de calques. Et donc à chaque fois, on va venir rééditer le filtre Camera Raw sur notre calque pour venir un peu personnaliser notre noir et blanc. C'est un système aussi qui marche assez bien avec du paysage urbain, mais en réalité ça marche avec absolument tous les types de paysages. Donc n'hésitez pas à expérimenter, à tenter des choses. Et surtout à vous faire plaisir. Donc voilà, c'était pas vraiment un tuto, plutôt une mise en application de Photoshop par rapport à un rendu qu'on aurait pu observer ailleurs, et en l'occurrence le rendu d'Ansel Adams. Mais le but est pas non plus de coller, hein. On est vraiment sur une notion d'inspiration, de se dire bon bah ça me plaît bien, j'aime bien son travail et je vais voir comment je peux essayer d'adapter ça et d'en faire mien par rapport à ma pratique. Voilà, j'espère que cet atelier vous aura plu et je vous dis à bientôt sur Studio Jimmy.